Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur le chapitre de référentiel et mouvement, qui est un chapitre de CAP, donc chapitre de physique-chimie. Vous vous en doutez quand on parle de mouvement. Donc ça fait partie du grand ensemble de mécanique physique dans le programme et c'est vraiment le tout premier chapitre qu'on voit dans ce domaine, donc avec des notions relativement simples, notamment caractériser un mouvement, donc trajectoire, nature essentiellement, et savoir faire des calculs de vitesse. C'est essentiellement les notions qu'il faut connaître pour pouvoir résoudre un devoir de ce genre. Un devoir ici qui était composé de 2 exercices. Donc le premier ici qui était un petit exercice de vérification des notions vues dans le cours. Donc c'était pas un exercice fondamentalement difficile. Et on avait le deuxième exercice qui, lui, était un exercice avec les compétences qu'on commence à avoir l'habitude de voir et qui est un petit peu plus proche de ce qu'on pourrait attendre en fin de chapitre d'un élève et qui, du coup, pourrait faire l'objet aussi d'un CCF, même si dans ce devoir, il n'y avait que la partie écrite, il n'y avait pas de TP. Donc on va commencer par voir le premier exercice. Donc on était... Par temps sec, un automobiliste conduit sur une portion droite d'autoroute à vitesse constante avec le régulateur de vitesse, parcours de 150 mètres en 6,5 secondes. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, on avait les 5 questions de cet exercice qui étaient en 2 morceaux. Les 3 premières sur des calculs de vitesse, les 2 dernières sur des caractérisations de mouvement, donc trajectoire et nature. Donc on commence tout de suite avec les 3 premières questions. Donc la première calcule la vitesse moyenne en mètres par seconde arrondi au dixième. Donc il fallait utiliser la formule V égale D sur T. On nous donnait la distance de 150 mètres parcourue en 6,5 secondes. Il y avait juste la division à faire. 250 divisé par 6,5, on trouvait 38,5 mètres par seconde. Pas difficile à partir du moment où on connaît la formule V égale D sur T. Une formule qui s'utilise très souvent. Donc vraiment, si vous avez bloqué sur cette question-là, rebossez votre formule. Il n'y a pas de secret, la formule, il faut qu'elle soit connue, sinon c'est impossible de résoudre des exercices de mécanique physique. Ensuite, la deuxième question, vérifier que l'automobiliste circule à 138,6 km/h, donc valeur arrondie au dixième. Donc là, c'était juste une conversion d'unité. Je dis juste avec des gros guillemets parce que c'est pas la conversion la plus simple à faire. On a des mètres par seconde. Donc pour passer des secondes aux heures, il faut multiplier par 3600. Tout simplement parce que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc on va parcourir 3600 fois plus en une heure qu'en une seconde. Donc on multiplie par les 3600. Et par contre... passer des mètres en kilomètres, ben là il faut qu'il y ait une division par 1000, tout simplement parce qu'un mètre 6000 fois plus petit que 1 kilomètre. Donc au final il faut multiplier par 3600 et diviser par 1000. Si on fait le calcul, on tombe pile sur 138,6 km/h. Si vous tombez dessus, c'est que vous avez juste, puisque c'est une question de vérification. Si jamais vous avez trouvé autre chose, il y aura 2 explications, soit vous avez raté votre conversion, soit vous êtes trompé dans la première question. Si jamais ça arrive, cherchez d'où peut venir votre erreur, et si vraiment vous ne trouvez pas, marquez quand même ce que vous avez fait, répondez à la question 2 avec les calculs que vous avez effectués, et mettez une petite phrase, dire que vous trouvez un résultat différent, qu'il y a peut-être une erreur quelque part. Ça montrera que vous faites preuve de réflexion. Et c'est ce qu'on attend de vous, surtout sur une question qui est plus une question de vérification comme celle-là. La troisième question était une question de conclusion pour ces 3 premières questions, puisqu'on nous disait que la vitesse sur autoroute par temps sec est limitée à 130 km/h. Et on nous demandait si l'automobiliste respecte la limitation de vitesse, avec une justification requise. Donc là, il fallait tout simplement dire qu'il ne respecte pas la limitation de 130 km/h, puisqu'il roule à 138,6 km/h.
ce qui est plus élevé, du coup, la limitation n'est pas respectée. Bien entendu, sur cette question-là, si vous étiez trompé ici et que vous aviez trouvé quelque chose de plus petit que 130 km/h, il fallait conclure qu'il respectait. Soyez logique toujours par rapport à ce que vous marquez au-dessus. Même si vous pensez qu'il y a une erreur, peu importe, faites votre conclusion par rapport à ce que vous trouvez. On peut imaginer un cas très simple, vous êtes trompé en question 2, vous trouvez une valeur qui est inférieure à 130 km/h, si vous concluez qu'il ne respecte pas la limitation de vitesse, du coup c'est pas cohérent, donc il y a un problème, vous n'avez pas les points. Donc vraiment, soyez toujours cohérent avec ce que vous avez fait au-dessus. Ne commencez pas à vous dire mais si je me suis trompé, mais c'est pas logique, ou toutes sortes de choses que vous pourriez penser. Non, ça n'a pas lieu d'être. Vous répondez par rapport à ce que vous avez trouvé, toujours. Pour les questions suivantes, on disait que le sol était choisi comme référentiel et on nous demandait sur cette portion d'autoroute quelle est la trajectoire de l'automobiliste pour la question 4 et ensuite quelle est la nature du mouvement de l'automobiliste. Donc on est bien sur cette portion d'autoroute, donc on parle de la portion droite d'autoroute qu'on a présentée au tout début de l'exercice. Donc portion droite, du coup trajectoire rectiligne. Pour la question 4, ça doit être quasiment immédiat. Pour la question 5, quelle est la nature du mouvement ? On est à vitesse constante, donc le mouvement il est uniforme. Là encore, ça doit être immédiat. Vous ne devriez pas avoir d'hésitation sur ce genre de questions. Donc voilà pour le premier exercice. Donc c'est vraiment une mise en jambe, des petites questions assez simples qui permettent de vérifier que vous avez compris la base du chapitre. Si vous avez réussi parfaitement l'exercice 1, c'est parfait. Vous avez compris comment fonctionnent les référentiels et les mouvements. Si par contre il y a quelques petites choses qui vous ont bloqué, il va falloir le revoir pour essayer de parfaire tout ça et réussir à répondre à ces questions-là. Parce que c'est vraiment, encore une fois, la base. On va maintenant passer à l'exercice 2 qui est un petit peu plus technique. Il est un petit peu plus technique parce qu'il est plus long. On a les 5 compétences, comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Et on a un petit peu plus d'informations chiffrées et un petit peu plus de réflexion à avoir. Donc on étudie un avion qui part de Toulouse-Blagnac. C'est l'aéroport de Toulouse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc à 18h55 et qui arrive à Lisbonne à 20h45. Donc la distance mesurée sur le plan de vol est de 1220 km. On vous précise qu'un avion de ligne vole entre 810 et 920 km/h et si on rapporte ça à vitesse du son, ça correspond à Mach 0,75 et Mach 0,85. Donc beaucoup d'informations chiffrées, on a ici, 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 ici et ici. Donc il va falloir vraiment faire le tri dans tout ça. Donc on commence tout de suite avec les premières questions. Donc la première, c'est une question d'appropriation, ce qu'on nous précise sans poser de calcul, indiquer si le voyage dure plus ou moins de 2 heures. Donc l'avion il part à 18h55, il arrive à 20h45, donc immédiatement vous devez dire que ça dure moins de 2 heures. C'est de l'appropriation, on ne nous demande pas de justifier, donc on dit simplement ça dure moins de 2 heures. C'est quelque chose qui doit vous paraître évident. 18h55, 1 heure plus tard c'est 19h55, 2 heures plus tard c'est 20h55, donc 20h45 c'est avant, donc du coup c'est moins de 2 heures. Un peu l'idée. La deuxième question, qui était une question analysée et raisonnée, on nous demandait à quel moment un avion de ligne est-il en mouvement rectiligne uniforme. Alors celle-là, elle était pas difficile en soi, mais elle demandait un petit peu de réflexion. Alors, il faut imaginer l'avion qui part, il va décoller, une fois qu'il arrive à l'altitude, il va rester à sa vitesse avant de redescendre quand il veut atterrir. Donc le moment où il est en mouvement rectiligne uniforme, c'est une fois qu'il a atteint l'altitude dite de croisière. Alors ça, c'est la meilleure réponse possible. Vous pouvez le formuler de plein de façons différentes, trouver d'autres période où vous pourriez supposer qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, l'essentiel derrière cette question-là, c'est surtout quelle est la réflexion que vous allez avoir.
Si vous dites qu'il est en mouvement rectiligne uniforme au moment du décollage, ça marche pas. Parce qu'au moment du décollage, il accélère. Si vous dites ça au moment de l'atterrissage, c'est pareil, ça marche pas. Si c'est dans les phases où il change d'altitude, ça marche pas non plus. Je veux dire, il faut être logique par rapport à ce que vous dites. C'est surtout ça qu'on attend dans cette question-là. La question 3, proposer un protocole pour calculer la vitesse moyenne du vol Toulouse-Lisbonne. Là, il faut mesurer le temps de parcours et la distance parcourue, puis on calcule la vitesse. Il n'y a pas 36 protocoles à faire, on veut la vitesse moyenne, on sait que pour calculer la vitesse moyenne, on a la formule V égale D sur T. Du coup, il nous faut la distance D et le temps T. Voilà, à partir de là, il n'y a pas énormément de protocoles différents qui peuvent être proposés. Faut vraiment juste proposer de trouver la distance et la vitesse et le temps pour calculer la vitesse. Ensuite, question 4 qui était en réalisé, donc là avec du calcul. Déterminer la durée du trajet en heures sous forme décimale à 0,01 près. Donc déjà le trajet dure 1 heure et 50 minutes. Ça, puisque pour aller de 18h55 à 20h45, il y a 1 heure et 50 minutes. Donc ça, il faut être capable de le voir. Vous pourriez éventuellement le montrer par un calcul, c'est pas forcément utile. Surtout bien remarquer que de 18h55 à 20h45, il y a 1h50, c'est tout. Une fois que vous avez ça, il faut convertir tout ça uniquement en heures en forme décimale. 1 heure, c'est sûr, ça fera 1, quelque chose. C'est les 50 minutes qu'il faut convertir en heures. Là, il n'y a pas le choix, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. 50 minutes, ça sera 50 divisé par 60 heures. Au final, le calcul, c'est 1 plus 50 sur 60, ça fait 1,83 heures. C'est quelque chose qui n'est pas dur au niveau calculatoire, mais qui n'est pas évident au niveau raisonnement. Donc, vous n'arriverez à faire ça que si vous entraînez à le faire. Si vous avez réussi à le faire pendant le devoir, pas de souci. Si par contre vous avez eu du mal, refaites-le régulièrement avec différentes heures, différentes durées, jusqu'à réussir à le faire sans grosse difficulté. Il n'y a pas de secret. Donc la 5, calculer la vitesse moyenne V de l'avion en km/h arrondi à l'unité. Si vous avez réussi la question 4, faire la 5, c'est une formalité, puisqu'on a la distance, le temps, donc distance divisée par temps, on trouve 667 km/h. Et c'est tout. Pour la question 6, qui est une question de validation. On nous demande la vitesse moyenne de l'avion pour Lisbonne est-elle comprise entre Mach 0,75 et Mach 0,85 justifié. Donc il fallait dire que la vitesse moyenne n'est pas comprise entre 810 et 920 km/h, c'est ce qui était marqué dans l'énoncé pour les correspondances avec la vitesse du son. Donc du coup c'est pas compris entre Mach 0,75 et Mach 0,85. C'est tout, il n'y avait pas besoin d'en dire plus, on a la justification. Moi je vais vous en dire un peu plus, parce qu'il y a une petite subtilité qui n'était pas demandée dans l'exercice, parce qu'on se concentrait uniquement sur la vitesse moyenne. En fait, il faut savoir que la vitesse moyenne, on prend toutes les phases du décollage jusqu'à l'atterrissage. Et donc la vitesse moyenne, elle est inférieure à la vitesse maximale de l'avion. Donc quand on dit dans l'exercice, un avion de ligne vole entre 810 et 920 km/h, c'est vrai. Il vole bien cette vitesse-là une fois qu'il est à son altitude de croisière et qu'il avance. Par contre, au moment du décollage, au moment de l'atterrissage, il n'est pas à cette vitesse-là, il est nettement moins rapide. Et du coup, sa vitesse moyenne, elle est inférieure à la vitesse de croisière. Et donc c'est normal qu'on en arrive à la conclusion que la vitesse moyenne n'est pas comprise entre Mach 0,75 et Mach 0,85. Donc voilà pour la petite parenthèse. Pour la dernière question, communiquer, on demandait de rédiger une fiche sur laquelle figurent toutes les informations chiffrées de ce vol. Alors, c'était rédiger une fiche. Donc déjà, une fiche, c'est un truc très synthétique. C'est une fiche, il n'y a pas besoin de phrases dans une fiche, c'est vraiment juste, on liste les informations de manière très résumée. Donc,
Un titre, vol Toulouse-Lisbonne, distance 1220 km, durée 1h50, vitesse moyenne qu'on a calculée 667 km/h, départ 18h55, arrivée 20h45. Là, on a donné toutes les informations chiffrées du vol. Je n'ai pas parlé dans la fiche du fait que l'avion de ligne vole entre 810 et 920 km/h, parce que ce n'est pas spécifique au vol qu'on étudie. Même chose pour Mach 0,75 et Mach 0,85, ce n'est pas spécifique au vol qu'on étudie, donc ce n'est pas à mettre en avant dans la fiche de synthèse. Si vous l'avez quand même mis, c'est pas très grave, c'est pas hors sujet, mais c'est pas par rapport spécifiquement au vol Toulouse-Lisbonne. C'est des données générales qui sont valables pour tous les avions, pour toutes les lignes. Là, on nous demandait vraiment une fiche sur les informations chiffrées de ce vol, donc on pouvait se limiter à ça. Donc voilà pour ce devoir et cette correction. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Avant de conclure cette vidéo, je vous dirai juste une chose par rapport à ce chapitre et à ce devoir. Déjà, on était sur un devoir qui était plutôt simple. Il n'y avait pas de gros pièges, il n'y avait pas de grosses difficultés, mais c'est de toute façon quelque chose qui est assez répandu dans ce chapitre. C'est pas un chapitre qui est dur, référentiel et mouvement. Il faut savoir ce que c'est qu'un référentiel, il faut savoir caractériser un mouvement, il faut savoir calculer des vitesses. Et donc, il faut savoir gérer toutes les données numériques qui peuvent être autour des vitesses, donc les horaires, les durées, les distances, tout ça, il faut maîtriser avec les conversions d'unités, bien entendu. Sinon, vous allez avoir des difficultés. En dehors de ça, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. C'est que de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va conclure là-dessus. Donc moi je vous dis à très bientôt et puis révisez bien, profitez bien de cette correction pour vous entraîner. Bonne journée.